Je suis Maurice Denis, madame, bien sûr. Le bon ami Denis. Le bienheureux Denis, comme m'appelait Sérusier. Le nabi qui, tout jeune, signait ces belles images d'un synthétique et discret Maud. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la conférence spectacle autour de Maurice Denis. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Cette conférence spectacle vous est proposée en partenariat avec l'Office de tourisme Saint-Germain-Boucles-de-Seine, que je représente aujourd'hui, et les équipes du musée départemental Maurice Denis, qui est donc situé à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Je précise car je pense qu'il y en a parmi vous qui ne sont pas forcément du coin. Donc cette conférence spectacle, elle a pour vocation de restituer entre guillemets la parole à Maurice Denis à travers des citations et récits d'invention, car malgré sa disparition relativement récente en 1943, il n'existe aucun enregistrement audio de Maurice Denis. Donc vous allez entrer dans son intimité à travers les yeux de ceux qui l'étudient depuis maintenant plusieurs années. Tâche à vous de retrouver, de distinguer la parole restituée de la parole authentique. Juste pour précision, donc cette conférence a été réalisée dans les conditions du confinement, donc en visio, à distance. Nous espérons bien sûr que cela ne gâchera en rien le spectacle qui va suivre. Et je vous invite donc à vous laisser porter par le récit, mais sachez que vous pourrez, à la fin de cette conférence spectacle, de cette interview imaginaire de Maurice Denis, poser toutes les questions que vous souhaitez via l'onglet en bas de votre écran Zoom, questions-réponses. Et à présent, je laisse simplement la parole au conteur. Bon spectacle à tous. L'automne est là, succédant à un été particulièrement long et chaud. Des hordes de feuilles volaient au-dessus des toits, faisant concurrence à quelques rares oiseaux dont les silhouettes sombres se détachent sur le ciel. La ville de Saint-Germain-en-Laye s'affaire paisiblement. Par ce frais et lumineux matin de novembre, la grande journaliste d'investigation, Joëlle Roulier, a laissé ses pas la conduire jusque sur le site du musée Maurice Denis encore en travaux. Son flair pour les événements exceptionnels et les scoops de tous ordres est bien connu. Et forte de ses années d'expérience et munie de sa carte de presse, Joëlle a bien l'intention d'accéder au musée. La veille, une fulgurante intuition l'a persuadée que quelque chose, ici et maintenant, allait arriver. Sans en avoir vraiment conscience, elle met en route son petit enregistreur et commente à voix basse ce qu'elle voit. Mercredi 25 novembre 2020. Expédition à Saint-Germain-en-Laye en vue d'un article sur le peintre Maurice Denis. J'ai traversé la ville à pied et me trouve maintenant devant la haute grille du 2 bis rue Maurice Denis. À tout hasard, je pousse le battant de droite. Il s'ouvre avec un discret grincement. Sans hésiter, je pénètre dans l'enceinte du musée. Un air d'étrangeté flotte aux abords du bâtiment. Personne n'est là pour accueillir l'éventuel visiteur. Je gravis 2 marches et pousse d'une main ferme la porte d'entrée. Elle résiste. Je n'envisage pas une seconde d'appeler, de crainte de troubler la surnaturelle tranquillité des lieux. Étouffant le bruit de mes pas, je contourne le bâtiment. À ma gauche, un alignement de tilleuls borde une longue terrasse, par-delà laquelle dégringole un jardin où semblent se parler de très grands arbres. À ma droite, l'immense façade ancestrale me cache la plus grande partie du ciel. Tous mes sens sont en éveil. Les seuls bruits qui me parviennent sont ceux de la ville. Une très légère odeur de poussière de pierre, semble-t-il, flotte dans l'air. J'arrive à proximité de l'ancien atelier du peintre Maurice Denis, de toute évidence lui aussi fermé. La sensation d'être observé me fait subitement me retourner. Je découvre la chapelle, fermement campée à l'extrémité du bâtiment silencieux.
Elle semble m'appeler. Je m'approche en prenant soin de faire le moins de bruit possible. À ma grande surprise, la porte de la chapelle ne résiste pas à ma pression. Elle s'ouvre, découvrant un magnifique décor dans des tons bleu-gris. Je reste un moment sidéré par la beauté du lieu. Chère madame, bienvenue. Cette voix venue de nulle part me prend totalement au dépourvu. Je regarde partout autour de moi, prête à toute éventualité, mais rien. La voix vient de nulle part, peut-être des murs ou peut-être de cette ombre flottante à la droite de l'autel. Sans plus me poser de questions, je me dirige vers elle. Je suis ravi d'avoir quelqu'un à qui parler. Je me morfonds un peu depuis ce matin, mais vous m'avez l'air, madame, un peu frappée. Venez donc vous asseoir. L'apparition m'a entraînée dans les grandes salles du rez-de-chaussée. Avec la plus étonnante urbanité, l'homme me désigne 2 gros fauteuils égarés là. Incapable de proférer le moindre son, je m'assieds lourdement en face de lui. J'aimerais vous voir plus loquace, chère madame. J'espère que ce n'est pas moi qui vous intimide. Subitement, je sais à qui j'ai affaire. Mais vous êtes Je suis Maurice Denis, madame, bien sûr. Le bon ami Denis. Le bienheureux Denis, comme m'appelait Sérusier. Le nabi qui, tout jeune, signait ses belles images d'un synthétique et discret Maud. Pardonnez-moi, monsieur Denis, mais votre apparition me surplante au plus haut point, je l'avoue. Je venais m'imprégner de l'ambiance des lieux et je tombe sur l'esprit des lieux. Je n'en attendais pas tant, vraiment. Esprit du lieu. On a dit beaucoup de choses sur moi. Souvent inexactes d'ailleurs. Mais encore jamais cela. Vous êtes? Joël Roulier, journaliste. Vraiment ravi de vous rencontrer. J'envisageais justement d'écrire un grand article sur vous. Une femme journaliste. Vraiment. Tiens, vous aussi vous dessinez? Ah non, maître, pas vraiment. Il s'agit d'un carnet de notes, non d'un carnet de croquis. Puisque, contrairement à toute attente, nous sommes mis en présence, j'aimerais en profiter pour vous poser quelques questions, si vous acceptez d'y répondre. Oui, je puis vous consacrer un peu de temps. Moi aussi, savez-vous, j'avais toujours sur moi de petits carnets. J'y dessinais tout ce qui attrapait mon regard. D'ailleurs, tenez, je peux vous montrer. J'espère bien vous interroger plus tard là-dessus, mais tout d'abord, j'ai cru comprendre, si j'ose dire, que vous fêtiez votre anniversaire aujourd'hui. Nous sommes le 25 novembre et vous êtes né le 25 novembre 1870 à Saint-Germain-en-Laye, c'est bien cela? Madame, vous faites erreur. Je suis né à Granville, en Normandie. Je vous rappelle qu'en 1870, la France était en guerre, les Prussiens aux portes de Paris. Sans cette guerre, je serais né à Saint-Germain, ce que ma mère aurait probablement préféré. Terrible période, certainement. Votre famille a donc dû fuir la guerre. Vous n'y êtes pas. On a confié à mon père, employé des chemins de fer de l'Ouest, la précieuse caisse du réseau de la gare Saint-Lazare, afin qu'il l'emporte le plus loin possible de Paris. Mes parents ont pris le train vers l'Ouest, jusqu'au terminus de la ligne, jusqu'à Granville. C'est donc à cause des Prussiens que mes yeux se sont ouverts pour la première fois sur le ciel normand et les eaux agitées de la Manche, plutôt que sur les toits de Saint-Germain-en-Laye. Très bien, je prends note. Granville n'a donc été que votre ville accidentelle de naissance, si je puis dire. Granville a été beaucoup plus que cela. J'y ai passé, enfant et adolescent, les plus délicieuses vacances qui soient. J'étais fasciné par la vie de bord de mer. Quoi de plus beau que cette vaste étendue d'eau semée de petites voiles? Mais nous allions aussi en Bretagne. J'y faisais de la bicyclette. Je passais des heures à croquer tout ce que je voyais. Adulte, vous avez d'ailleurs fini par acquérir une maison de vacances quelque part en Bretagne, je crois. J'ai eu en 1908 l'occasion d'acheter une demeure dominant la baie de Trestrignel à Perros-Guirec. Représentez-vous une grande baraque, rectangulaire, haute et massive.
percées avec une régularité obsessionnelle de petites fenêtres sombres. De prime abord, la maison ne me séduisit pas plus que ça, mais le site, lui, était extraordinaire, hors du temps. Une ode à la Grèce antique, un espace sauvage, empreint de spiritualité. Peu de paysages m'ont autant inspiré. J'ai maintes fois représenté cette plage, cette mer. Les enfants adoraient y passer l'été. Silencio appartient toujours à ma famille, du reste. À ce propos, vous avez eu 8 enfants. Vous avez toujours été très entouré. J'ai eu, à dire vrai, 10 enfants. La mort s'invitait souvent dans les foyers à cette époque-là. Jean-Paul, mon aîné, dont j'ai peint à plusieurs reprises le ravissant visage, Jean-Paul n'a vécu que quelques mois. Une petite fille, venue au monde en octobre 1911, n'a même pas connu son premier souffle. Oh, je ne savais pas. Toutes mes condoléances. C'était la volonté de Dieu. Je rends grâce au ciel de m'avoir donné la vie, bien sûr, de m'avoir apporté plus peut-être que ce que je méritais, mais que de deuil, que de douleur et de déception dans une existence. La disparition de Jean-Paul a été la première vraie grande douleur de ma vie d'adulte. Ma pauvre Marthe a eu bien du mal à s'en remettre. S'en est-elle jamais remise d'ailleurs? Mais vous avez raison, j'ai toujours été très entouré. Ce que vous me dites me désole. Mais je crois tout de même comprendre que votre famille vous a été d'un grand secours face aux difficultés de l'existence. Ma famille a toujours été mon rempart contre le désespoir. Mes enfants et petits-enfants, une source d'émerveillement. Ah, cela me fait penser que j'ai eu la chance, en me renseignant sur votre vie, de tomber sur un film où l'on vous voit, semble-t-il, en famille. Ah oui, vous êtes sûr? J'ai été très peu filmé. À moins qu'il ne s'agisse de ce petit film tourné par mon gendre, Marcel Poncet, le mari d'Anne-Marie. J'étais allé les voir dans leur retraite suisse, à Vic. Mon petit-fils, Antoine, qui avait une dizaine d'années à l'époque, était un enfant délicieux. Ce film respire la joie de vivre, et on sent que vous êtes très à l'aise avec les enfants. Les enfants sont nos maîtres. Ils nous obligent à sans cesse nous remettre en question. Ce qui m'amène à évoquer votre rôle d'enseignant. Vous avez eu de nombreux élèves. Vous avez raison, j'ai enseigné. Et avec quel bonheur! Cependant, avant d'évoquer mon rôle d'enseignant, il est bon de rappeler que j'ai été un jeune homme secrètement résolu à devenir artiste. Regardez mes portraits photographiques de l'époque, ou lisez mon journal, tout y est dit. Ce journal, que vous avez commencé à 13 ans, est tenu toute votre vie. N'exagérons rien. Je le tenais de façon assez erratique. Pourtant, il a été, en effet, mon premier vrai confident. Par ailleurs, comme c'était la norme, et surtout mon plaisir, j'entretenais d'intenses relations épistolaires avec les amis, marchands ou commanditaires que je ne pouvais rencontrer. Nous échangions, plus ou moins longuement, informations, idées et impressions. Mais vous le savez sûrement, vous qui semblez si bien renseigné sur moi. En effet, maître, j'ai eu l'occasion de m'immerger dans les correspondances du musée Maurice-Denis, auxquelles on accède par le site internet du musée ou celui des archives départementales. Pardonnez-moi, madame, si j'ai un peu de mal à vous suivre. Je suis d'un autre temps, vous comprenez. Vous me parliez de mes élèves. Je vous répondais en évoquant ma formation. Voilà qui est intéressant. Je suis d'un milieu modeste et fier de mes origines. Je suis de sang roturier, paysan, et je ne m'en porte pas plus mal, écrivais-je à 14 ans dans mon fameux journal. Mais j'admets que cela n'a pas facilité les choses. Mes parents ne souhaitaient pas me voir devenir artiste. Ils avaient d'autres ambitions pour moi. Mais je me suis obstiné, à ma manière, fluide. Et mes parents ont dû céder. Je comprends donc que votre vocation d'artiste a été très précoce. Pourtant, très jeune également, vous avez souhaité rentrer dans les ordres. Vous avez raison. Mes 14 ans, exalté et amoureux,
m'ont fait envisager un instant cette possibilité. Mais parlons plutôt de ma vocation de peintre chrétien. Elle date des origines, de cette époque justement où j'ai pensé de façon fugace à quitter le siècle. Du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours réalisé des images religieuses. Mon âme d'artiste et mon cœur de chrétien n'ont toujours fait qu'un. Dès l'adolescence, j'ai souhaité renouveler l'art chrétien, spiritualiser, si j'ose dire, le siècle matérialiste qui m'avait vu naître. Ce qui m'a amené, après ce désastreux et terriblement prosaïque épisode de la Grande Guerre, à créer, avec Georges Desvallières, les ateliers d'art sacré. Ce qui nous ramène à l'enseignement. À l'époque de la création des ateliers d'art sacré, j'avais le plaisir d'enseigner depuis déjà une dizaine d'années à l'Académie Rançon. J'ai toujours aimé ces ambiances d'atelier. Enseigner n'est-il pas le meilleur moyen de continuer à apprendre? J'imagine que vous étiez proche de vos élèves. Il faudrait le leur demander. Pour ma part, du mieux que je l'ai pu, j'ai cherché à leur faire comprendre l'aspect divin de l'art. Car l'art, madame, l'art n'est pas une chose d'agrément. Non, l'art est une grande vaillance. L'art est une divine poésie. Vous voilà bien enthousiaste. C'est tout à fait cela. J'ai essayé d'être, pour mes enfants et pour mes élèves, un professeur d'enthousiasme. L'enthousiasme, madame, littéralement, c'est l'élan vers Dieu. On en revient à la religion. Vous avez réalisé au cours de votre carrière plusieurs décors d'église. Vous avez également mené à bien celui de la chapelle du prieuré où nous nous sommes d'une certaine façon rencontrés. Oui, oui. Voilà encore un exemple de l'immarcessible dualité, plaisir, douleur, qui fait que le bonheur, en fin de compte, reste inaccessible. Auriez-vous la gentillesse de développer? Acquérir le vieil hôpital a été pour moi une consécration, un bonheur immense. Dans le même temps, je perdais ma mère, cette figure si importante de mon existence. La guerre fut déclarée peu après. Nous n'avons pu emménager au prieuré qu'en 1915. Pur plaisir? Eh bien non. Ma pauvre Marthe, devenue l'ombre d'elle-même, fut incapable de participer à l'installation de notre nouvelle demeure. Heureusement, mes filles étaient là, intelligentes et actives. Qu'à un cas à un, nous avons réussi à emménager. De quoi souffrait donc votre épouse? Nous ne savions pas. Pas vraiment. Elle était triste, épuisée sans cesse. Elle ne ressemblait plus à l'adorable jeune femme que j'avais connue, vive et souriante. J'ai supplié Dieu de permettre que ma chère Marthe guérisse. J'ai fait vœu de restaurer la chapelle du vieil hôpital, de la décorer du mieux que je pourrais et de la rendre au culte. Mais Marthe est décédée avant même que j'aie terminé. L'image de votre épouse, du reste, apparaît à plusieurs reprises dans les vitraux que vous avez imaginés. Si la chapelle du prieuré est objectivement consacrée à Saint Louis, j'ai voulu qu'elle le soit aussi, plus discrètement, à ma chère Marthe. Ces tristes débuts ont-ils affecté votre goût pour cette demeure si attendue? Dès mon plus jeune âge, le vieil hôpital a fait partie de mes repères, presque de mes mythes personnels. L'un de mes premiers tableaux, enterrement dans mon quartier, le représente. Cela dit, malgré les tristes circonstances que je viens d'évoquer, le prieuré, comme je l'appelais, fut de mon temps une demeure joyeuse, pleine de conversations et de rires d'enfants. Il est bien difficile aujourd'hui d'imaginer ce qu'a pu être votre vie dans cette grande demeure. Je crois me souvenir que Marcel m'avait filmé sur la terrasse du prieuré, en train de dessiner mes petites filles, Marthe, Claire et Emmanuel, jouant à mes pieds. Le prieuré était donc le paradis des enfants. Le paradis des enfants, certainement. Mais aussi une demeure ouverte, où étaient accueillis vieux et nouveaux amis, élèves, confrères, relations. Après le décès de ma bien-aimée Marthe, j'étais perdu. Dieu m'a fait la grâce de mettre sur mon chemin Lisbeth, ma seconde épouse.
qui ressemblait tellement à Marthe. Lisbeth, si belle, si intelligente, si simple, charmait tous mes amis. La vie a continué. À propos de lieux de vie, j'ai lu quelque part que vos demeures étaient toutes orientées à l'ouest. C'est exact. Toutes mes chambres à coucher recevaient la lumière du soleil couchant. Je me demande bien où vous avez pu trouver cette information. Dans un texte parlant de votre rapport avec la nature, crois-je me souvenir. À la nature. Comme vous faites bien de l'évoquer. Toute ma vie, j'ai aimé, respecté et honoré la nature. La vraie nature, la nature sauvage. J'étais dans tous mes états en 1912, en voyant tous ces aménagements, bancs et autres chemins bien tracés qu'on avait faits dans les forêts de Marly et de Saint-Germain. C'est pourquoi j'ai tant aimé la Bretagne, la Toscane. C'est dans la nature que pouvait se satisfaire mon naturel solitaire et platif. Dans la nature que je me suis formé à l'art, que j'ai croqué sur ces petits carnets à dessin qui de toute ma vie ne m'ont quitté, ces 1000 aspects sans cesse renouvelés. C'est dans la nature que j'ai pris la mesure de l'œuvre et de la puissance de Dieu. Pourriez-vous me parler de l'Italie, justement? L'Italie, passion de ma vie. Avant même de la connaître, elle vivait en moi. Elle m'appelait. Quel éblouissement quand, en 1895, ma douce Marthe à mon bras, pour la première fois, je la découvris. Venise, Florence, Assise, où tout, absolument tout m'enchantait. Plus tard, j'y fis des séjours répétés, seul ou avec ma famille. Mon ami Ernest Chausson nous accueillait parfois dans sa maison de Fiesole. Que de musées j'ai pu visiter, que d'églises j'ai admirées. J'ai souvenir d'avoir parcouru à bicyclette la Toscane, l'Ombrie, les marches. Je me gorgeais d'odeurs, de sons, de lumière. L'amour de l'Italie aura été une des plus fortes passions de ma vie intérieure et de ma vie d'artiste. Il est vrai qu'un œil de peintre est particulièrement à même d'apprécier les beautés de la nature. J'irais même jusqu'à dire que c'est la nature qui m'a fait peindre. Si j'ose me citer, la principale raison d'être de la peinture est d'exprimer l'amour fervent de l'homme pour la nature. Ce qui explique peut-être aussi que vous avez choisi pour demeure le vieil hôpital. Vos fenêtres devaient donner sur la campagne. Quand on voit qu'aujourd'hui, la vallée du Rue de Buzeau est couverte de constructions. Certains de mes tableaux l'attestent, comme celui du Pré aux Chevaux. Oui, les fenêtres du prieuré donnaient sur la campagne. Dès que mon travail m'en laissait le temps, je partais faire de grandes promenades solitaires. J'ai dû parcourir à pied toute la campagne environnante. Oh, j'aime beaucoup le sculpteur Mayol. Alliez-vous le voir dans son atelier de Marly-le-Roi, à quelques kilomètres seulement de chez vous? Mayol et moi étions de très bons amis. Nous nous voyions souvent. Ma femme et moi sommes même allés lui rendre visite à Bagnols-sur-Mer. Nous nous écrivions également beaucoup. Oui, Mayol était quelqu'un de très touchant. Dans les parages vivait aussi Caïx Roussel et son épouse, la sœur de Villard. Villard était souvent à l'étang de la ville. Le prieuré était parfait pour recevoir tout ce petit monde. À propos de sculpteurs, vous connaissiez aussi Antoine Bourdelle. Bien sûr. Nous avons travaillé ensemble au décor du théâtre des Champs-Élysées. C'était quelques années avant que n'éclate la Première Guerre mondiale, c'est bien cela. Bourdelle et moi étions dans la force de l'âge. Il fallait bien ça pour mener à bien cet énorme chantier. Gabriel Thomas, le promoteur, entre autres, du théâtre des Champs-Élysées, a été un mécène important pour Bourdelle. Pour vous aussi, il me semble. Thomas a été pour moi le mécène, par excellence, même si j'en ai eu d'autres. Il possédait plus d'une centaine de mes œuvres, sans compter le décor que j'ai réalisé pour la salle à manger de sa maison de Meudon et le grand vitrail de sa porte d'entrée.
Vous parlez de l'éternel printemps et de... Je vous parle du vitrail La vie de Jeanne d'Arc, commandé en 1916 par Gabriel Thomas. Le réaliser a été un jeu d'enfant, comparé à d'autres commandes du même type. Maître, vous me semblez avoir des talents multiples. Peintre, enseignant, maître verrier. Disons que je me suis intéressé à l'art des maîtres verriers. Comme mes talents multiples, j'admets avoir toujours fait preuve de curiosité, eu des appétits variés. J'ai du reste également été sculpteur et illustrateur. Écrivain aussi. Écrivain, bien évidemment. Dans mon bureau qui se trouvait, vous voyez là-bas, au bout du bâtiment. Je n'écrivais pas que mon journal ou des missives à mes amis. J'ai très tôt écrit des articles. Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane, recouverte de couleurs en un certain ordre rassemblé. Phrase célèbre s'il en est, dont on peut dire qu'elle a ouvert la voie à l'art moderne. J'ai écrit des livres sur l'art, été critique d'art, donné des conférences. C'est vrai, hein, malgré tous mes doutes, malgré mes regrets et mes insatisfactions, j'ai fait beaucoup de choses en fin de compte. Vous avez enfin été conservateur de musée. J'ai toujours aimé les musées. Je les ai intensément fréquentés toute ma vie. J'aimais leur silence et leur immuabilité. J'ai le très désagréable souvenir du vol de la Joconde, l'été 1911. Non, vraiment. C'est comme si j'avais perdu une amie. Je n'aime pas que les choses changent de place, et encore moins dans un musée. Je me suis formé dans les salles du Louvre, en observant et en croquant passionnément les œuvres qui me transportaient. Mais pour en revenir à votre question, lorsqu'en 1929, je suis devenu le président de la Société des Amis de Jeanne Delacroix, je n'imaginais pas que quelques années plus tard, une fois le dernier atelier du maître de Saint-Sulpice sauvé de la destruction, je deviendrais en effet le premier conservateur du musée Delacroix. Vous avez également écrit sur Delacroix. J'ai défendu Delacroix de toutes les façons possibles. Je considérais cela comme une mission sacrée. À propos de musée, celui-ci, où nous sommes aujourd'hui, est en pleine rénovation. J'ai été ravi et fier de voir que ma maison et mon atelier étaient devenus un musée. Sans mes enfants, rien n'aurait été possible. Juste retour des choses après le sauvetage héroïque de l'atelier de Delacroix. Le musée Maurice Denis a du reste fêté ses 40 ans tout récemment. 40 ans. Comme je suis bien placé pour le constater, vous continuez à être très présent dans cette ville. Pourtant, malgré votre profond attachement à la ville de Saint-Germain-en-Laye, vous avez beaucoup voyagé. En effet, comme tout le monde, nous prenions facilement le train à l'époque. Je vous rappelle que la première ligne ferroviaire, Saint-Germain-en-Laye, gare Saint-Lazare, date de 1847. Dès la seconde partie du XIXe siècle, il était très facile d'aller à Paris. Cela m'a permis, dans les années 1880-1890, de poursuivre mes études au lycée Condorcet, puis à l'Académie Julian, ces deux nobles institutions se trouvant non loin de Saint-Lazare. Si vous permettez, maître, je pensais à des voyages à l'étranger. Vous avez quasiment fait le tour du monde. Madame, non, vous exagérez. Comme je vous l'ai dit, j'ai été en Italie, souvent. Je la considérais même comme ma seconde patrie, ainsi que dans différents pays d'Europe. J'ai été également en Algérie, aux États-Unis, Canada, en Russie. Ce qui est déjà pas mal. À propos de la Russie, la collection Morozov sera bientôt exposée à la Fondation Vuitton. On y verra un grand nombre de vos œuvres. Ah oui, Morozov a été un mécène important pour moi, c'est vrai. Je garde de la réalisation de mon grand décor Psyché le souvenir d'un travail de titan.
Marthe et les enfants étaient à Pérouse et je travaillais tout seul, enterré dans les sous-sols du Grand Palais, à terminer ma commande. Je me rappelle bien aussi mon voyage à Moscou, début 1909. Cela a été une suite ininterrompue de visites de palais et de musées. Je garde inscrites en moi les sensations d'un retour de soirée en traîneau. Contrairement à d'autres artistes, il semble que vous ayez vraiment vécu de votre art. J'ai eu de la chance, très jeune, de rencontrer mécènes et commanditaires. J'ai l'impression, depuis, de n'avoir jamais cessé de travailler. Je vendais bien ma peinture de chevalet, grâce à des marchands comme Eugène Druet, mais j'avais aussi des commandes de grands décors par-dessus la tête, si j'ose dire. J'ai vécu dans les échafaudages. Oserais-je évoquer vos convictions politiques? Vous avez été très proche du mouvement nationaliste et royaliste Action française. Je l'ai été, puis j'ai cessé de l'être. Toute ma vie, j'ai défendu les valeurs chrétiennes et la tradition française. J'ai trouvé à une époque des interlocuteurs avertis. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Merci, maître, pour ces réflexions. Mais peut-être pourrions-nous revenir à des évocations plus légères, un souvenir d'anniversaire particulièrement émouvant, par exemple. Laissez-moi réfléchir. Oui, si un souvenir me revient, c'est bien celui-là. Pour mes 22 ans, Marthe, très émue, se mit pour moi au piano. Nous étions fiancés et fort impatients de pouvoir nous marier. Il s'en fallait de 6 mois. Marthe a été le grand amour de ma vie. Je l'ai tellement attendu. Pas de souvenir de gâteau d'anniversaire particulièrement mémorable? C'est que, voyez-vous, en traversant la ville pour venir ici, je suis passée devant la pâtisserie Grandin. Êtes-vous au courant du lancement d'un gâteau en l'honneur de votre 150e anniversaire? Vous comprendrez que, dans les circonstances présentes, ce genre de choses ne me concerne plus guère. C'est bien dommage d'ailleurs. Vous allez sûrement, visiter d'une façon ou d'une autre l'exposition Bonheur rêvé qui inaugurera la réouverture du musée Maurice Denis. On y verra des tableaux qui ont fait votre réputation, comme les grandes muses prêtées par le musée d'Orsay. Oh, les muses. J'étais si jeune. Et si amoureux de Marthe. C'est elle, savez-vous, que j'ai représenté. Non pas une fois, mais 9. Quant à ce bonheur rêvé dont vous parlez, la formule me paraît fort bien trouvée. J'ai connu des moments de bonheur intense et de longues périodes de bonheur tranquille. J'ai vécu des deuils épouvantables et d'amères déceptions. J'ai aussi beaucoup rêvé d'une vie plus sereine, plus éthérée, libérée des contingences. Votre décor pour la salle à manger de Gabriel Thomas, cet éternel printemps que nous avons un instant évoqué, est pour moi l'illustration même de ce bonheur rêvé. Diriez-vous la même chose? Ah, madame, si j'osais. Allons le voir, voulez-vous? Eh bien, volontiers. Ah! En effet, voilà qui est surprenant. Quel plaisir de le retrouver. Il a eu beaucoup de succès en son temps, savez-vous? Je n'en doute pas. Encore aujourd'hui, ce décor dégage un charme très particulier. Thomas lui-même en était très content. Il faut l'imaginer baigné par la lumière du jardin, réchauffé par le mobilier. Au-delà de leur beauté plastique, ces panneaux sont également riches de sens, si je ne me trompe. En effet. Le thème de cet ensemble décoratif a été choisi en concertation avec Thomas. Mais j'y ai mis aussi beaucoup de moi-même. Mes aspirations, mes joies, mes préoccupations. Par exemple, j'ai voulu, dans les 4 grands panneaux, représenter les principales étapes de la vie d'une femme, le cheminement de la jeune fille vers son rôle d'épouse et de mère. Les grisailles, tout en bas, évoquent les saisons au fil de la vie familiale.
Oui, c'est vraiment intéressant. Mais pour synthétiser, maître, en fin de compte, ce jardin idéal, où l'on voit exclusivement des jeunes femmes et de petites filles, c'est bien le paradis. Le paradis, tel que je l'imaginais. C'est-à-dire que le paradis ne ressemble pas à cela en réalité? Je n'ai rien le droit d'en dire. Maître, je vous vois mal. Même si je le voulais, Restez encore un peu, s'il vous plaît. je ne pourrais J'ai encore rien quelques vous questions. dire. Monsieur Denis, Rien vous dire. je ne vous vois plus, maître. Rien Maurice, vous dire. Rien vous dire. Merci beaucoup à toute l'équipe du musée départemental Maurice Denis pour cet instant de rêverie autour de l'artiste. Je vais inviter tout particulièrement ceux qui ont contribué à la création de cette conférence spectacle. Donc, on a avec nous Fabienne Stahl, Sophie Grimaud-Michel et Pierre-Marie Bautier qui sont là. Sébastien Bonsoir. Coeur qui a aussi contribué, mais qui restera caché pour la suite. Je vous invite donc à présent à poser vos questions par le biais de l'onglet ci-dessous. Je vais m'autoriser à poser la première. Concernant le format qu'on vient de voir, cette interview imaginaire autour de Maurice Denis, qu'est-ce qui vous a conduit finalement à adopter ce format-là et est-ce que ça vous a amené à créer un lien encore plus intime avec l'artiste? Pierre-Marie, je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire sur l'aspect peut-être technique de cette conférence. Alors, c'est vrai que nous, dans tous les cas, on ne voulait pas laisser passer cette date forte du coup du 150e anniversaire de la naissance de Maurice Denis. Pour notre musée, c'est quand même un moment assez majeur. On a eu d'abord des premières idées qui ont été annulées à cause à cause du Covid. Et surtout, on voulait proposer un format qui sorte un peu des sentiers battus pour aller vers des publics plus larges, parce qu'on est vraiment persuadé qu'on a des collections qui peuvent s'adresser à tous et qui peuvent passionner et élever des personnes qui naturellement ne seraient pas forcément venues au musée. Et du coup, ce qu'on espère, c'est qu'avec des formats tels que celui-là, on pourra essayer d'avoir un public large. Euh, sur la deuxième partie de votre question sur le fait de créer un lien intime avec l'artiste, je vais laisser Sophie s'exprimer. Elle est plus ancienne que moi dans les équipes du musée et elle vous répondra beaucoup mieux.
Oui. Euh, En fait, oui, quoi dire? Le fait de travailler depuis longtemps, effectivement, dans ce musée, d'avoir accès aux correspondances depuis quelques années, à la correspondance de Maurice Denis, mais également d'autres personnes, comme Mayol, par exemple. Le fait de plonger dans son journal également, tout ça, ça fait partie du métier. On dispose de ces documents au musée, Fabienne fournit ces documents. C'est vrai qu'à force de plonger là-dedans, on finit par développer une connivence avec l'auteur, avec Maurice Denis. Et du coup, ça devient un plaisir, en fait, enfin, pour moi, ça a été un plaisir de créer ce texte à partir de ce que j'avais pu ressentir, de tout ce que j'avais accumulé comme sensation, comme connaissance en lien avec Maurice Denis. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, parfaitement. Je vais peut-être ajouter un petit complément en remerciant publiquement devant vous tous Pierre-Marie et Sophie et Sébastien pour la réalisation de ce projet. À partir d'une idée que j'ai eue un peu saugrenue, parce que c'est vrai que moi j'ai déjà fait des centaines de fois des conférences sur Maurice Denis et j'appréhendais un petit peu d'avoir à nouveau à être la voix unique pour parler de l'artiste. Et j'ai cette chance d'avoir autour de moi au musée des personnes qualifiées qui connaissent aussi beaucoup de choses et à qui on donne pas toujours la parole. Et finalement, cette idée, moi je me suis dit finalement, qu'est-ce que je pourrais lui offrir de plus à Maurice Denis pour son anniversaire? C'est pas un anniversaire ordinaire, 150 ans, nous on les aura pas, quoi. C'est-à-dire quand on aura 150 ans, peut-être que plus personne ne pensera à nous. Et finalement, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais lui offrir ou qu'est-ce que j'aimerais qu'il m'offre plutôt? C'est-à-dire que j'avais envie de le rencontrer. Je me disais, voilà, si par magie on pouvait faire quelque chose d'extraordinaire, ce serait de le rencontrer vraiment. Et on a une chance merveilleuse au sein de l'équipe, c'est qu'on a la chance de pouvoir vivre chez Maurice Denis, puisque le prieuré, c'est sa maison. Donc on est dans ses murs, on touche les murs de son atelier, on marche sur le sentier qu'il a emprunté de maintes fois, on voit les arbres au pied desquels il a pu s'asseoir. Donc tout ça, il y a cette magie, cette synesthésie aussi de la rencontre avec l'artiste. Et je pense que ce biais d'une interview, même imaginaire, c'était aussi pour nous une façon de rentrer avec lui en contact ici et maintenant et de lui faire part de nos efforts et de son actualité. Voilà, c'était un peu un private joke qui est devenu une réalité. Ouais, à mon sens, vous avez réussi à faire entrer la culture chez nous et à nous faire entrer à la fois dans sa vie à lui, dans son intimité, dans ce qui fut sa demeure et son quotidien. On a quelques questions, notamment sur la réouverture du musée. Je ne sais pas si vous pouvez déjà nous donner une date fixe ou au moins un peu une idée de quand est-ce que le musée départemental Maurice Denis réouvrira ses portes. Alors, on peut vous répondre et avec beaucoup de plaisir. Alors, on peut désormais vous annoncer que le musée réouvrira en avril. Alors, on n'est pas encore parfaitement sûr de la date de l'inauguration en elle-même, mais c'est purement pour des questions événementielles. Mais en tout cas, on peut vous affirmer que on fera tout ce qu'on pourra. Enfin, et normalement, il n'y aura pas de problème pour qu'on vous réaccueille à nouveau dans nos murs à Saint-Germain-en-Laye, parce que quand même le contact physique avec les œuvres reste quelque chose de primordial et irremplaçable. Du coup, on vous accueille en avril. Et on accueille le plus grand nombre, encore une fois, c'est le musée. Beaucoup de gens nous diront ah oui, ça a fermé longtemps. Effectivement, c'est une fermeture presque historique, hein. Le musée n'a jamais été fermé aussi longtemps au public. Bon, les confinements n'ont évidemment pas arrangé notre calendrier, vous l'imaginez bien, mais c'est vraiment pour un plus, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accueillir mieux le public avec des sanitaires dignes de ce nom. Alors, c'est des petites choses, mais c'est vrai, quand on a visité pendant 2 heures, on a envie de faire une pause technique. On va pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite. On aura des espaces améliorés, l'éclairage. Enfin, il y a plein de petites choses qui font que la visite sera un agrément certainement plus grand qu'auparavant. Et pour rebondir sur cette même question-réponse, la question est précisée au niveau de l'atelier, si l'atelier en lui-même va réouvrir et si oui, dans quelle mesure?
Alors, l'atelier de Maurice Denis, on est en train de travailler avec un architecte scénographe pour la conception. Alors, je veux pas déflorer un sujet qui est encore en travail, mais en effet, on peut annoncer, ça a été déjà annoncé publiquement, le département des Yvelines a voté un budget exceptionnel pour restaurer et réhabiliter l'atelier de Maurice Denis, qu'on réouvrira à la visite avec un parcours complètement inédit. J'en dis pas plus. Le calendrier n'est pas encore arrêté parce que c'est toujours difficile de faire le rétro-planning quand on a comme ça un chantier un peu long et complexe. On espère réouvrir en 2022 ou 2023. Voilà, on peut dire ça, mais là encore, on y travaille beaucoup. Et avec beaucoup d'enthousiasme aussi, parce que c'est là aussi dans l'esprit du lieu qu'on a essayé de donner dans cette interview imaginaire, il y a cet espace de l'atelier qui est bien entendu un espace mythique où la présence de l'artiste est d'autant plus prégnante. Donc on y tient beaucoup. Je vais terminer les questions sur le lieu et après on passera sur les questions concernant vraiment la carrière de peintre de Maurice Denis. Il y a d'autres demandes vis-à-vis du jardin et à savoir s'il y aura un salon de thé dans le parc du musée. Alors, hélas, non, on n'aura plus le salon, de, on n'aura plus de salon on n'aura plus de salon de thé. Par contre, on aura une nouvelle brigade de jardiniers qui est en cours de recrutement. Du coup, vous aurez un jardin normalement tout refait à neuf pour la réouverture et avec à terme un projet vraiment de redéfinition et enfin voilà, un vrai projet pour refaire et un peu réimaginer ce jardin tout en restant dans sa directe filiation historique, mais en tout cas, dans un premier temps, vous allez pouvoir redécouvrir le jardin dans la même configuration qu'au moment de la fermeture du musée, avec une nouvelle équipe, du coup. Prometteur en tout cas, merci. Donc concernant Maurice Denis et sa peinture, il y a une question de Marilyn Oyer qui souhaite savoir si il a peint au cours de ses voyages à l'étranger, notamment. C'est une bonne question. Oui, oui, c'est tout à fait pertinent. Alors, Maurice Denis, comme c'est évoqué dans l'interview, il a effectivement beaucoup bougé toute sa vie, rempli de curiosité. Il a peu peint, on va dire, sur le motif. Alors, je dis peu, on pourrait même affirmer jamais peint sur le motif, c'est-à-dire que, comme les autres artistes du groupe Nabi, c'est pas des impressionnistes au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est pas des artistes qui plantent leur chevalet sur le motif et qui sortent leur tube de peinture pour travailler en direct avec le paysage, par exemple. C'est des artistes qui, au contraire, saisissent des impressions de nature dans leur carnet de croquis, sur des feuilles de papier ou sur des petites peintures, enfin des petites pochades. Mais ensuite, il y a un travail de réassimilation qui se fait dans l'atelier. Et dans cette assimilation, il y a donc la recherche de la traduction d'une émotion intériorisée. Ça n'est pas une fenêtre, on va dire, sur les choses vues, mais c'est vraiment un travail d'introspection. Alors, il a effectivement installé des ateliers dans ces différents lieux de villégiature, notamment à Pérouse, mais aussi en Italie. Enfin, à chaque fois, on le voit tout à fait clairement raconté dans ses correspondances, notamment avec ses parents. C'est une correspondance très intéressante qui n'est pas connue pour l'instant, dont je parle largement dans le catalogue de l'exposition de réouverture du musée, cette correspondance avec ses parents. Et donc, dans cette correspondance, il explique les contingences matérielles quand il arrive à Rome, quand il arrive à tel endroit, voilà, qu'il installe son atelier, comment on s'organise dans une petite location de vacances, l'installation des enfants, de sa femme, de la chambre, des amis qui passent et son travail qui est quand même toujours le centre de son action du quotidien, quoi. Et ce fonctionnement-là, il était propre au Nabi. Est-ce que, ou propre au peintre en lui-même? On a une autre question sur justement les Nabis, sur la provenance du nom. Et également où est-ce qu'il enseignait ce courant en particulier?
Alors, le courant Nabi, d'où vient ce nom? Alors, on va peut-être pas se faire une digression. Alors, sachez juste, pour information, l'Université libre de Saint-Germain-en-Laye organise cette année, dans le contexte du 150e anniversaire et dans la perspective de la réouverture du musée, ils ont organisé un cycle de conférences très ambitieux sur les nabis, justement, avec des intervenants prestigieux. Donc, je vous invite à vous renseigner, hein. C'est des conférences qu'on peut suivre maintenant sur Internet, puisque en ce moment, on n'a pas d'autre choix, mais même ceux qui pourraient être là en présentiel un jour peuvent revoir aussi ça sur Internet. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Alors d'où vient le nom Nabi? Là encore, bon, j'invite les auditeurs à aller sur Internet, à voir notre site aussi. Il y a des explications qui sont bien données. Alors, où enseignaient les nabis? Alors, les nabis, ils ont créé une académie en 1908, l'Académie Rançon, qui porte le nom donc de Paul Rançon, hein, qui était l'aîné des nabis, qui était marié avec France Rançon, dont le musée Maurice Denis possède un des très beaux portraits de France, Madame Rançon au chat, qui est un peu l'icône de nos collections. Et cette Académie Rançon donc, vont y enseigner la plupart des nabis, mais beaucoup investi Maurice Denis et Paul Sérusier. Bonnard ou Vuillard sont moins engagés dans ce travail, moins engagés, on va dire, sur la durée et avec moins d'assiduité. C'est très important, mais cette question de l'enseignement, pardon, elle est très importante parce qu'en effet, les nabis ont vraiment fait école, on peut dire, et il y a eu énormément d'élèves de ces artistes jusqu'à nos jours presque, hein. Donc c'est tout à fait intéressant. On a deux autres questions sur la partie peut-être plus intime de Maurice Denis, peut-être plus une question pour Sophie, savoir s'il avait eu des problèmes d'argent à une période ou non. Et également, d'où vient l'origine de sa signature Maud? Je ne sais pas si Sophie... Je pense que c'est Fabienne qui serait plus habilitée à répondre. Je pense que oui, il a dû avoir des difficultés d'argent très certainement. Il avait quand même cette grande maison, le prieuré, qui devait être difficile à entretenir. C'est quelqu'un qui était d'un milieu très modeste, donc qui a vraiment fait carrière, qui a fait carrière tout seul, qui a gagné, donc comme on dit dans l'interview, sa vie vraiment par le biais de la peinture. L'autre question, c'était d'où vient l'origine de sa signature Maud? Maud. Oui. M-A-U-D. Oui. M-A-U-D. Donc Maurice Denis, bien sûr, hein, c'est son nom réduit de façon synthétique. Après, je ne sais pas si Fabienne a autre chose à en dire à propos de Maud. Disons, Maud, Denis, dès le début, c'est vrai qu'il cherche cette question des signatures, elle est intéressante parce que souvent, alors au début, il y a certains qui lui ont dit, ah mais Maud, c'est pas bien, on dirait un truc de fille. Bon, oui, Maud, comme Maud Somner ou comme d'autres artistes peintres femmes, mais il l'a assumé jusqu'au bout. Maud, c'est une compression aussi effectivement de son prénom et de l'initiale de son nom. C'est aussi cette recherche d'une signature, d'un monogramme depuis ses débuts, hein. Sophie connaît bien l'art asiatique. C'est aussi cette recherche d'un petit poinçon, d'une petite signature comme ça, à la fois bien reconnaissable et à la fois pas trop, comment dire, pas trop voyante et très tôt. Donc, il y a eu ce mode qui intervient. Alors, il y a des tableaux où on voit, il y en a un qu'on présentera au musée, un tableau de 1889 qui s'appelle L'Hôtel jaune. On voit la recherche du monogramme justement dans un petit cartouche rectangulaire, après vertical, ensuite horizontal. Alors, on voit qu'il y a deux endroits, il l'a mis sur le tableau. Ah ben non, ça va pas en haut, je vais le mettre en bas, etc. Donc, on voit le mode qui recherche. Et finalement, un des modes qu'il a stylisé, qu'on a repris, imprimé, je vois Marie qui sourit, qui sait de quoi je vais parler, qu'on a repris pour l'imprimer sur la pastille en chocolat sur le gâteau Maurice Denis qu'on a fait avec Grandin. Ce mode rond, il apparaît au milieu des années 90. Alors, il y en a plusieurs recherches. Le premier définitif, c'est en 96 sur un tableau qu'on a au musée qui s'appelle La maternité à Mersin. C'est celui qui a servi de modèle ensuite pour faire un cachet qui a été posé ensuite sur certaines œuvres pour les authentifications. Donc, mais oui, Maud. Mais Maurice Denis, en fait, une fois dans une conférence, j'avais dit ça en blague. J'avais dit, après tout, est-ce que Maurice Denis n'était pas une femme?
Et je dis ça en blaguant parce qu'en effet, Denis était fils unique et il avait une très très grande sensibilité. Il avait énormément d'amitié féminine. C'est vraiment un être très, non pas ambigu du tout, de loin, très viril dans sa façon et très archaïque aussi, très mec, mais en même temps, il a cette espèce d'esprit très féminin, à aimer les petits animaux, à aimer voilà, à jouer avec les enfants. Enfin, c'est donc Maud, à mon avis, qu'on croit que ce soit une fille, ça n'a pas dû le heurter. Ça n'a pas dû être un frein pour lui. Vous avez parlé des œuvres justement qui sont présentes au musée ou qu'on pourra peut-être voir à la réouverture. Il y a une question sur à savoir justement si ces œuvres sont présentées ailleurs pendant encore les quelques mois de fermeture du musée. Alors ça fait partie des choses qu'on a essayé de faire. Alors il y a des prêts qui continuent à se faire, évidemment, pour des expositions temporaires. On a quand même néanmoins levé le pied, c'est-à-dire que la gestion des collections, c'est une lourde charge. On est une petite équipe au musée et la rotation des œuvres, c'est un très très gros boulot. C'est-à-dire que quand on est en train de préparer une exposition, on ne peut pas en même temps être en convoiement pour préparer d'autres expositions, etc. Donc c'est assez lourd. Et le projet, comme l'ont fait beaucoup de musées pendant des périodes de fermeture, de faire voyager la collection, de faire des rotations d'œuvres, c'est vrai qu'on n'a pas pu le réaliser complètement. Donc il y a eu quand même des prêts importants, je pense notamment l'an passé dans l'exposition sur les nabis et le décor au musée du Luxembourg. Le musée Maurice Denis a été un des principaux prêteurs avec des prêts très importants. Donc on a volontiers en effet été présent dans des expositions extérieures, mais ce temps de fermeture, ça a été aussi la newsletter du musée envoyée ce matin l'explique bien, c'est que pendant cette période de fermeture, on a essayé de mettre le temps à profit pour faire un travail de fond, de remise à niveau des collections, de travail de restauration, d'encadrement, c'est-à-dire que les œuvres qui seront montrées à la réouverture seront en meilleur état, seront mieux valorisées, et aussi les œuvres qu'on présentera dans d'autres expositions extérieures. Je pense à des prêts l'année prochaine dans l'exposition Maurice Denis à Amour que va consacrer le musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Là aussi, on veut prêter des œuvres en bon état et qu'elles soient bien mises en valeur, quoi. Alors j'en profite pour rajouter un petit mot sur la valorisation de sur la visibilité de nos collections. À l'occasion des Journées du patrimoine, nous avons lancé notre portail des collections. Alors qu'est-ce qu'un portail? C'est une base de données en ligne où vous pouvez vous balader virtuellement parmi les œuvres du musée. Donc c'est à la fois un superbe outil de recherche, mais en même temps c'est aussi simplement un outil de plaisir qui permet vraiment de se promener d'œuvre en œuvre. Alors là, je viens de vous mettre le lien vers ce portail dans la barre de conversation. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Pour l'instant, il y a 200 notices d'œuvres sur cette base, mais à terme, notre objectif, c'est de mettre les 5000 œuvres du musée au fil des années. Voilà. Voilà. Oui, mais Pierre-Marie a tout à fait raison. C'est vrai que de plus en plus, les gens sont friands. Enfin, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont enfermés chez eux, mais je veux dire, les gens sont de plus en plus friands du contact avec les œuvres de manière virtuelle. Chez eux, ils regardent des contenus enrichis, des petites vidéos, des petits commentaires d'œuvres. Et Pierre-Marie, qui est d'une jeune génération, c'est vrai qu'il a cette qualité de savoir faire connaître les œuvres sur différents supports. Je pense à des réseaux sociaux, etc., etc. J'en parlerai mieux que moi, mais effectivement, ça fait partie aussi de la valorisation des collections. Il n'y a pas que le transport des œuvres qui est fragilisant pour les collections, oblige aussi à des coûts. Enfin bon, tout ça, ça n'est pas du tout neutre, quoi. Là, vous parliez des prêts qui avaient été faits au Luxembourg, Lausanne, etc., c'est ça? Alors, le Luxembourg, c'était l'année dernière et le musée de Lausanne, c'est en 2021. L'exposition, elle ouvrira le 12 février 2021. Il y a une personne, Armelle de Joybert, qui demande si Maurice Denis était connu à l'étranger, dans quel pays? Je suppose, pendant la conférence spectacle, on y a un peu répondu avec la Russie, avec les différents voyages aussi qu'il a pu faire. Je ne sais pas si vous voulez compléter.
Oui, oui, alors en effet, Maurice Denis, il a joui déjà d'une certaine notoriété de son vivant en France, mais aussi à l'étranger. Il a été très tôt connu au Japon, par exemple, où il a encore aujourd'hui des amateurs et il est largement représenté dans les collections publiques au Japon, notamment au Western Art de Tokyo. Je salue d'ailleurs au passage les amitiés japonaises qui nous regardent, j'en connais certaines. Euh, il a aussi effectivement beaucoup rayonné dans le monde entier. Alors il y a sa notoriété de son vivant et il y a eu ensuite la promotion de son œuvre après sa mort et aussi la diffusion de son œuvre par les collections, puisqu'effectivement Maurice Denis, comme il l'expliquait et le rappelait Sophie tout à l'heure, il a vécu toute sa vie de son art, donc vivre de son art, ça veut dire vendre et vendre. Alors c'est une économie au quotidien qui peut être lourde pour un artiste, mais c'est aussi tout à fait vertueux puisque ça veut dire avoir des acquéreurs, des collectionneurs, des gens qui s'approprient les œuvres et qui ensuite, bah, ça reste dans les familles, dans les successions, et puis ça peut ensuite être légué à des musées. Il y a eu comme ça des donations, des legs dans des grands musées américains, dans des musées russes, turcs, enfin bon, j'en passe, hein, j'en oublie, on va me dire après, ah, mais tu n'as pas parlé de l'Allemagne, de... Oui, bien sûr, donc, il a rayonné vraiment dans le monde entier et même jusqu'à l'Afrique du Sud. Hein. Moi, on a découvert récemment à Johannesburg, à l'Art Gallery de Johannesburg, dans l'extrême Afrique du Sud, un Maurice Denis qui nous avait échappé, qui a été donné par une de ses élèves qui était venue passer des vacances au prieuré. Enfin, bon, oui, donc oui, il a vraiment rayonné, il a eu cette chance, oui. Il y a un complément peut-être, il y a une question qui est sur la même thématique, qui concerne le mécène Gabriel Thomas, à savoir s'il a donné sa collection au musée ou si c'est une collection privée. Également, si la collection, si vous pouviez rappeler les dates de l'exposition de la collection du mécène russe, et sait-on combien de peintures a exécuté Maurice Denis? Oh Tout là a là, été ça fait posé beaucoup de questions. dans le même bloc. Alors pour les dates des expositions, bah ça je pourrais vous les donner, mais c'est un petit peu rébarbatif. De mémoire, Vuitton, ça ouvre le 24 février 21. J'ai déjà dit pour Lausanne le 12 février. Voilà pour les expositions. Et puis l'exposition du musée, donc début avril, Maurice Denis Bonnard Rêvé. Je me souviens plus les autres questions. C'était, oui, les collectionneurs, c'est ça Gabriel Thomas, Ah il oui, a Gabriel légué sa Thomas, sur les collection collections. à... Oui, 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 effectivement, dans les grands collectionneurs de Maurice Denis, on a fait un focus sur Gabriel Thomas parce que c'est un peu notre chouchou, en fait, au musée, hein, pour dire la vérité. Il y a un cycle de conférences qui est en ce moment interrompu à cause du confinement, mais qui avait commencé en octobre, consacré à Gabriel Thomas, donc à Meudon, organisé par l'Université Rodin. Et Gabriel Thomas a été un des soutiens de Maurice Denis, qui en effet, on le lit dans l'interview, qui a énormément collectionné Maurice Denis. Alors, à sa suite, en fait, ses enfants ont beaucoup conservé les œuvres. Et après, ses petits-enfants, effectivement, il y a eu, comme toujours dans les familles, hein, il y a ceux qui conservent, il y a ceux qui donnent, il y a ceux qui vendent. Enfin bon, les œuvres vivent. Il y en a un certain nombre qui ont été donnés par une de ses petites filles au musée de Limoges. C'est comme ça qu'on peut admirer toute la série des Béatitudes au musée de l'Évêché à Limoges. Il y a des œuvres aussi donc, qui ont été données ou achetées par le musée Maurice Denis à Saint-Germain. Alors, on a eu effectivement, alors d'un malheur, on a essayé de faire bonne grâce, c'est-à-dire que la maison de Gabriel Thomas, qui a été en fait le premier musée Maurice Denis, hein, on l'a oublié, dans l'entre-deux-guerres, Gabriel Thomas avait ce rêve finalement d'être le conservateur du premier musée Maurice Denis. Et c'est un peu dans cette perspective qu'il avait aménagé sa maison. Et finalement, bon, la vie a fait que cette maison, elle a été détruite à la fin des années 80. Donc, pouf, le rêve du musée Maurice Denis de Gabriel Thomas. Mais en même temps, dans le même temps, le musée Maurice Denis avait ouvert ses portes à Saint-Germain en 1980. Et donc, il y a eu de fait une forme de transfert, on va dire, d'un certain nombre d'œuvres de cette collection de Gabriel Thomas dans nos murs à Saint-Germain-en-Laye. Donc, il y a le grand vitrail de sa porte d'entrée qui est maintenant visible dans l'escalier monumental du musée et le décor de sa salle à manger, donc qui est entièrement reconstitué au premier étage du musée. C'est deux exemples, mais il y a aussi
des tas d'autres œuvres de sa collection, les Saintes Femmes au tombeau, il y a la vocation des apôtres, enfin, j'en oublie, hein, et il y a aussi beaucoup d'œuvres de la collection de Gabriel Thomas. Alors là, je ne parle pas de Maurice Denis, hein, je parle des œuvres de Berthe Morisot, qui était sa cousine, ou d'autres artistes qui sont maintenant dans les musées du monde entier, hein, notamment aux États-Unis. Donc, effectivement, c'est ça qui est aussi intéressant dans ce fait d'être collectionné, c'est de voir ces œuvres cohabiter avec des œuvres d'autres artistes, c'est-à-dire que des Maurice Denis sont à côté des Renoir, à côté des Bonnard. Enfin, voilà, donc ça crée des musées à différentes échelles, quoi. Donc oui, Denis a eu beaucoup de collectionneurs. Morozov, c'est un des exemples. Il y a aussi Matsukata, dont il y a la collection au Western Art de Tokyo. Il y a, je sais pas, 25 tableaux de Maurice Denis à Tokyo. Donc voilà. Merci pour cette réponse. On a encore quelques questions. Donc, une à savoir si parmi ces élèves, il y en a qui sont devenus célèbres et, entre guillemets, sur la descendance élève et familiale. Si vous pouvez nous dire quelques mots sur sa descendance à lui et pas uniquement sur ses élèves. Alors, Maurice Denis a eu de nombreux élèves. On a parlé de l'Académie Ranson et des ateliers d'art sacré. Donc, il y en a eu de nombreux. Alors, et parfois des gens qu'on n'attendrait pas. Claire Denis me racontait une fois qu'elle écoutait la radio tard la nuit, il y a de nombreuses années, et qu'à un moment donné, il y avait Fritz Lang qui parlait et qui à un moment dit, on l'interroge sur ses maîtres, et il dit oui, moi j'ai été élève de Maurice Denis à l'Académie Ranson. Donc Claire Denis s'est dit ah bah oui, Fritz Lang. Donc bon, il y a comme ça des gens qui sont passés à l'Académie Ranson, aux ateliers d'art sacré qu'on soupçonne pas. Alors on fait un gros travail là-dessus pour répertorier. Il y a eu des thèses de fait. Il y a un an, on a fait un colloque sur les ateliers d'art sacré qui a eu aussi un grand succès et dont on va bientôt publier les actes. Alors effectivement, c'est un gros travail de fourmi, de répertorier tout ça et de pister les élèves, de retrouver les archives, de retrouver les descendants. Alors concernant, j'en viens donc aux descendants, Maurice Denis, vous l'avez compris, a eu une grande famille. Alors il a eu finalement moins de descendance qu'on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire que certains artistes qui ont eu moins d'enfants ont eu plus de petits-enfants et de descendants. Maurice Denis a eu pas mal d'enfants, mais finalement, il n'y a pas eu tant de petits-enfants et de descendance que ça, proportionnellement parlant. Plusieurs de ses enfants n'ont pas eu d'enfants. Mais il y a quand même des noms remarquables. Alors, je commencerai par Claire Denis, hein, par attachement personnel. Claire Denis, donc la petite fille de Maurice Denis par Dominique, c'est-à-dire c'est la deuxième fille de Dominique Denis, le premier fils de Maurice Denis, qui prépare le catalogue raisonné de l'œuvre de Maurice Denis. Je crois qu'il y a des internautes qui pose la question du catalogue raisonné, c'est pour ça que je la cite en premier lieu. Il y a également dans les descendants Paul Denis, qui est le fils aîné de François, qui est un psychiatre, psychanalyste extrêmement connu, disciple de Freud, auquel chaque année sont consacrés de nombreux colloques, qui nous fera d'ailleurs le plaisir d'une entrevue au musée au printemps. Donc ça, c'est... Voilà, comme il nous disait en blaguant, bonheur rêvé et cauchemar vécu. Voilà. Donc, on vous en dira plus le moment venu. Dans les descendants, on peut aussi parler de la branche suisse. Il y a Antoine Poncet, le sculpteur, académicien, qui est le doyen des petits-enfants de Maurice Denis, dont qu'on n'a pas besoin de présenter, hein. C'est un très grand sculpteur, élève de Jean Arp, qui a construit une œuvre considérable qui est tout à fait admirable. Et son jeune frère, Gabriel, qui nous a quittés il y a 3 ans, qui était un architecte aussi assez fascinant suisse, lui qui est resté en Suisse, contrairement à Antoine. J'oublie sans doute des gens. Il y a des musiciens, beaucoup. Mathieu Poncet, dans la génération d'après, arrière-petits-enfants. Donc, il y a des talents multiples. Il y a aussi, alors j'oublie, mon Dieu, heureusement que je n'oublie pas, j'ai failli l'oublier. On m'aurait fait un reproche mortel. Sophie rigole. Non, il y a aussi dans les enfants de Maurice Denis Madeleine qui a été peintre et auquel le musée de Saint-Lô va consacrer une exposition l'année prochaine aussi. On va dire en même temps que la réouverture du musée Maurice Denis, il y aura une grande exposition rétrospective de l'œuvre de sa fille au musée de Saint-Lô qui devrait ouvrir le 16 avril.
il faut donner un calendrier. Et donc Madeleine, c'est pareil, c'est une personnalité passionnante qui n'a pas eu d'enfant, qui s'était mariée avec Jean Follin, le poète, et qui, elle aussi, on pourrait en parler longtemps, qui j'oublie, Dominique, le père de Claire, qui était architecte. On avait commencé un cycle de conférences au musée qui s'appelait Portrait de famille. Donc, c'est très intéressant de citer comme ça les filiations. La fille aînée de Maurice Denis, par exemple, Noël, elle est devenue docteur en théologie. C'est elle qui a publié le premier guide de la Rome antique, qui fait toujours référence aujourd'hui et dont on fête, là, en ce moment. Alors, il devait ouvrir début novembre une exposition hommage à Clermont dans l'Oise où elle a vécu toute sa vie et ça n'a pas ouvert avec le confinement, mais en tout cas elle aussi c'est une personnalité à redécouvrir. Donc il y a, j'oublie sans doute des gens, mais donc c'est une famille passionnante et passionnée, alors avec des intérêts variés pour l'œuvre de l'ancêtre, hein. C'est-à-dire que Maurice Denis, il y en a qui s'y intéressent, d'autres qui s'y intéressent moins, voilà. Bon. Merci pour cette réponse très complète qui, j'espère, a satisfait Laurence Malcorpi, à qui je passe un petit bonjour. J'en profite. Et il y a Caroline Thion-Poncé, c'est signé Iris, qui dit « La descendance est là, amitié à tous ». Il y a Caroline. Voilà. Bonjour les filles. Oui, oui, effectivement, je parlais des musiciens. Il y a toute une branche de musiciens, notamment Comté-Poncé, avec Iris Thion dans la génération encore des descendants, qui est très talentueuse. Voilà. Bonjour à vous. Ça fait plaisir. On ne vous voit pas, hein, malheureusement. Oui, elle dit Caroline n'est pas là, c'est Iris. Ah, c'est Iris toute seule. Bah, alors, bonjour Iris et bonjour à maman après. Une La question descendance est là. Pierre-Marie, qui je crois est plus sur l'art sacré. Il y a une question à savoir si d'autres églises ont été complètement décorées par Maurice Denis. Je crois qu'il y a l'église Sainte-Marguerite du Vésinet, mais c'est sûrement pas la seule. Voilà, alors effectivement, alors énormément de chantiers, énormément de chantiers d'églises, des églises intégrales. Alors Fabienne pourra me reprendre, mais en Suisse, je pense que Thonon-les-Bains. Est-ce que Alors tu en peux fait, Thonon, confirmer ou c'est en pas? Savoie. Oui, c'est sûr, Ah, c'est pardon. un peu la question piège. Moi, j'ai fait ma thèse sur les décors d'église, alors évidemment, c'est toujours vers moi qu'on vient. En fait, oui, des chantiers d'église, il y en a de nombreux. Et on a d'ailleurs sur le site internet, il y a un onglet Maurice Denis hors les murs avec un certain nombre de liens pour aller voir les décors qu'il a pu faire ici ou là. Et à Thonon, donc en Savoie, il y a effectivement le dernier chemin de croix de Maurice Denis qui a été posé après sa mort. Et à Genève également, à Saint-Paul de Genève, donc il y a un immense décor d'abside qu'il a fait pendant la guerre de 14. Et Voilà, mais vitraux. peut-être que vous voudrez un mot peut-être sur ceux de la région parisienne, si vous êtes beaucoup de Oui. si vous êtes beaucoup de Saint-Germain-en-Laye et de Paris, je pense qu'il faut parler de Notre-Dame de Notre-Dame du Raincy, vraiment enfin, ce monument de béton de Auguste Perret avec des vitraux absolument impressionnant. On parle de cathédrale de lumière et du coup une grande partie de ces vitraux ont été dessinés par Maurice Denis. Fabienne, tu pourrais nous donner le nom de la personne qui a réalisé les vitraux? C'est Germaine. Marguerite Turet. Non, voilà, Oui, Marguerite peintre Turet. verrier Et fascinante. puis sinon, dans les églises de la région parisienne, il y a une grande partie des fresques de Saint-Louis de Vincennes, notamment la grande du Cœur. Église Il y a pas de l'église du région, Saint-Esprit dans le 12e aussi, qui est alors un que moi des je connais hauts pas lieux. personnellement. Ouais, ouais, ouais. Et Et Sainte-Marguerite du Vésinet, effectivement. voilà. Émilie a raison de le rappeler. On devait faire une visite et un concert mi-novembre qui était déjà un report du mois d'avril. On va y arriver, hein, au printemps 2021 peut-être. On lâchera pas. Ouais, on lâchera pas. Le musée Maurice Denis, on avait consacré une exposition au décor du Vésinet en 2014 qui s'appelait Beauté du ciel, qui avait eu beaucoup de succès. Et c'est effectivement c'est des belles réalisations, en effet, qui font date aussi, parce que c'est un temps de l'art sacré qui commence à remonter au 1er, 20e On a siècle. d'ailleurs encore des catalogues en vente, si vous le souhaitez.
instant publicité. Voilà. Merci beaucoup. Alors oui, on avait Laurence Malcorpi qui précisait Vongy, près de Thonon. Alors non, Vongy, en fait, c'est effectivement, c'est Montméjean. Et Maurice Denis, il a été voir l'église de Vongy. Mais c'est pas lui, c'est Montméjean. Mais en effet, il était tout à fait. Maurice Denis a beaucoup aimé l'intervention de Montméjean et c'est, comment il s'appelle, Novarina, qui a fait la construction. Mais les décors de Maurice Denis à Thonon, moi j'ai fait une exposition sur le sujet en 2012, donc je connais un peu voilà, ah oui, quelqu'un parle de, oui, je vois qu'il y a un commentaire d'un monsieur qu'il faut relever. Oui, donc à Thonon, on avait fait il y a un livre qui existe sur Maurice Denis et la Savoie. Donc à Thonon, il y a le décor de la chapelle de l'Institution du Sacré-Cœur sur les hauteurs à Crète et la basilique Saint-François de Sales, qui est vraiment en centre-ville. Et un internaute de Bretagne, nous rappelle en effet le chemin de croix de la chapelle de la Clarté à Perros-Guirec. On est bien d'accord qu'il ne faut pas l'oublier. D'autant qu'on y est très attaché puisque c'est une variante du chemin de croix de la chapelle du Prieuré. Donc, on est en terrain connu. Il y a beaucoup de liens avec Perros-Guirec, que ce soit par aussi les écrits sur les pas de Maurice Denis, des choses comme ça. Il y a des liens. Il y a une question de Chantal Trédan aussi qui dit: on a beaucoup parlé de sa naissance et sa date de décès. A-t-il vécu très vieux et a-t-il été très prolifique? Alors, il naît en 43 et il meurt en 70. C'est le contraire. C'est le contraire. Il naît en 1870, il meurt en 43. Du coup, c'est un âge honorable, mais il meurt accidentellement vu qu'il meurt, je crois, à Paris, renversé par une camionnette. En effet, Denis, il est mort dans sa 72e année, mais en fait, il allait avoir 73 ans puisqu'il était né, donc il est né le 25 novembre, et il est mort le 13 novembre, donc il avait pratiquement 73 ans, et il est mort accidentellement, fauché effectivement en pleine activité, hein. Il a vraiment travaillé jusqu'au bout. Et il a été très prolifique. Ah bah oui, il a énormément produit. Quelqu'un demandait tout à l'heure, on n'a pas répondu d'ailleurs, j'ai oublié. Il a énormément produit, beaucoup dans tous les domaines. On a répertorié plus de 3000 tableaux de chevalet, incluant les esquisses à des décors. Il y a à peu près 70 verrières, des vitraux. Donc. Il y a des livres illustrés. Il a énormément produit. On se demande d'ailleurs comment il a fait en temps de... Enfin, il a commencé tôt, certes, mais il a eu une vie bien pleine. Ouais. Il y a une dernière question que je vais vous poser en lieu de lieu et place de Michel Cloix, qui nous avait interrogé au préalable, et la question n'a pas été reposée ce soir, à savoir s'il y avait des liens entre Maurice Denis et Claude Debussy. Tout à fait. Alors les liens se font pour nous naturellement à Saint-Germain, en effet, puisque c'est la ville natale de Claude Debussy. Alors c'est un petit peu le cas inverse de Maurice Denis, puisque Maurice Denis, lui, est né, on va dire, un peu accidentellement à Granville et pour le coup mort accidentellement à Paris, alors qu'il a vécu toute sa vie à Saint-Germain-en-Laye. Debussy, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'il est né à Saint-Germain-en-Laye, dont la maison natale d'ailleurs est aujourd'hui le musée, hein, rue Aupin. Et en même temps, Debussy n'a pas été très attaché à Saint-Germain-en-Laye, qu'il ne cite jamais dans sa vie. Donc le lien en fait de Denis avec Debussy se fait pas via Saint-Germain-en-Laye, il se fait dans les cercles symbolistes au début des années 1890. Ils font connaissance manifestement par l'intermédiaire d'Henri Leroll, qui était un des collectionneurs de Maurice Denis, qui avait un salon de musique, un salon au début donc des années 1890. Et c'est dans ce périmètre-là que Debussy et Denis font connaissance. Et Maurice Denis va illustrer la partition de La Damoiselle élue en 92, et ensuite va s'en suivre comme ça un réseau de relations un peu à distance, hein. La relation est un peu déséquilibrée, c'est-à-dire que Maurice Denis admire infiniment la musique de Debussy, et Debussy finalement la peinture de Maurice Denis, c'est pas forcément, il l'aime bien, mais je veux dire c'est pas, bon, voilà, il est plutôt critique d'ailleurs, plutôt sévère sur son œuvre. Mais Maurice Denis, à la mort de Debussy en 18, il n'aura de cesse de promouvoir son œuvre. C'est lui qui a fait partie des grands défenseurs de Debussy après sa mort, et qui a contribué à sauver de la destruction la maison natale. Donc, il s'est beaucoup investi pour ça. On avait fait d'ailleurs plusieurs manifestations dans le cadre de la commémoration de l'anniversaire de Debussy en 2018.
qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec le lancement à l'occasion du 150e anniversaire de son gâteau par la même maison qui avait lancé déjà en Tout à fait. 1925 le gâteau de Bussy, le lien est indéfectible même, hein. Voilà, là, ils sont dans le même frigo pour un petit moment et peut-être dans les assiettes des gourmands. J'ai vu qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait goûté et qui a dit que c'était très bon. En même temps, noisettes et framboises, on ne peut pas trop se tromper. On peut en dire un mot d'ailleurs, si vous voulez, Émilie. En fait, ce gâteau, Cardoni en a envie depuis très très longtemps. Pour elle, c'était presque aussi important que de faire le musée, vous voyez, dans la hiérarchie, puisqu'elle a fait partie des gens qui ont créé le musée dans les années 70. Je blague, hein, parce que je sais qu'elle nous entend. C'est dire que le gâteau de Maurice Denis, on l'a fait d'abord pour qu'il soit pas un gâteau saisonnier, on peut en profiter toute l'année, c'est pas quelque chose avec de la mangue ou avec une chose qu'on peut pas avoir toute l'année, donc on pourra l'acheter toute l'année. Et il a été conçu un peu comme Maurice Denis, c'est-à-dire il est assez simple, il fait pas de chichi. Une stagiaire m'avait dit, et je reprends ça, Sandrine Thomas, je ne sais pas si elle est avec nous, mais qui a contribué à la réalisation de ce projet, qui disait oui, il faut que ce gâteau il soit petit et rond et nourrissant comme Maurice Denis. Donc j'avais trouvé ça drôle. Et alors au niveau de sa forme, en fait, c'est un frère du Saint-Germain, qui est un des gâteaux, on va dire, de la marque Grandin, bien connu des Saint-Germanois. Et il est fait avec des produits que Maurice Denis a consommés toute sa vie dans son jardin, c'est-à-dire des noisettes et des framboises. Et Claire Denis, évidemment, qui a bien connu son grand-père, elle se souvient de ça, des noisettes et des framboises. Et donc, on s'est dit, bah voilà, des goûts à partir desquels, qu'il a dû avoir souvent dans les gâteaux que pouvaient faire ses filles, sa femme, etc. Donc, c'est aussi l'idée de ce rapport gustatif aussi avec ce qu'a pu aimer Maurice Denis. Et moi, j'ai tenu à ce qu'il n'y ait pas d'alcool, je le dis publiquement, pour que ce soit pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont la religion interdit de consommer de l'alcool, ou pour les enfants. Donc j'ai trouvé que c'était mieux que ce soit pour tout le monde, que ce soit un gâteau à partager sans distinguo. Pas comme le Debussy, où il y a de l'alcool dans les petits raisins. Et il en faut pour tous les goûts. Oui, il faut l'ivresse quand même. Une dernière question peut-être de Marie-Line Noyer, qui dit que lors des guerres de 14-18 et 40-45, à savoir si il a dû partir en corps de Saint-Germain comme ses parents l'ont fait en 1870. Alors, pour la guerre de 14-18, je vous renvoie un peu lâchement à un article que j'ai publié qui est en ligne. Vous tapez Maurice Denis La Grande Guerre, vous aurez une tartine de plusieurs pages sur le sujet, donc vous aurez réponse à tout. Maurice Denis s'est engagé, on va dire, pendant la guerre de 14, mais il n'a pas été longtemps parti, on va dire, pour faire court. Et pendant la Seconde Guerre, à un moment donné, en effet, il a dû partir en Bretagne, mais il est quand même revenu assez vite et sa maison, elle a été dynamitée, en fait, du sol au plafond à Pérouse, donc voilà, ça limitait les... Voilà. Okay. Il est resté à Saint-Germain, non, il a même caché des gens, il a été assez héroïque pendant la Seconde Guerre. Ça a été un vrai résistant, disait Le Corbusier après sa mort. Écoutez, on n'a pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres points que vous auriez aimé évoquer pour clôturer cette conférence, spectacle, rendez-vous intime avec Maurice Denis. Alors, à part vous réinviter en avril avec un grand plaisir, voilà, c'est ce qui est vraiment essentiel pour nous, voilà, vous voir face à nos œuvres, ou sinon vraiment vous inviter à les visiter en ligne, et pourquoi pas à travers le portail à travers le portail des collections, qui est un bel outil. Bon, merci à tous, et on espère qu'effectivement ça vous a plu, ce petit spectacle qu'on a centré vraiment sur Saint-Germain et qu'on a essayé d'orienter à partir des questions qui nous sont souvent posées en fait en visite. Je pense que c'est pour ça que Sophie était toute désignée aussi pour écrire ce texte qu'elle a magistralement écrit, et je la remercie encore publiquement. Sophie, qui effectivement depuis de nombreuses années fait des visites au musée, des plus petits aux plus âgés, et les gens nous posent souvent des questions qui reviennent, c'est-à-dire et Marthe, la femme de
Maurice Denis, qu'est-ce qu'elle a eu comme problème de santé, etc. Enfin, il y a des questions qui reviennent régulièrement et donc on est parti, ça a été un de nos fils rouges, c'est d'essayer de répondre aux questions qui nous sont souvent posées. Mais évidemment, dans un temps limité, il y a beaucoup d'autres sujets qu'on pourrait traiter, bien entendu. Moi, je vous remercie encore une fois aussi de vous être prêté à l'exercice qui n'était pas forcément évident dans les conditions actuelles, mais que je trouve vous avez réalisé avec brio. J'ai beaucoup apprécié aussi découvrir Maurice Denis sous ce format-là. Puis surtout, voilà, on se rend compte du travail aussi qui a été fourni, que ce soit de recherche, de conception ou de création aussi graphique avec Sébastien Cloix qui a participé à la réalisation. Donc, on a hâte. On attend la bande dessinée et le dessin animé, c'est ça, hein? Exactement. On prend date. On a hâte de pouvoir vous retrouver en vrai, donc en avril 2021 pour la réouverture, de goûter aussi le gâteau Maurice Denis. Et puis, j'en profite de notre côté aussi, on organise d'autres conférences en ligne en mois de décembre sur... alors là, la plus proche, c'est ce samedi, c'est sur les 50 ans du PSG. Donc, c'est un autre anniversaire, mais d'un autre genre. Il y en aura une aussi à l'occasion du 150e anniversaire de la disparition de Dumas, donc un autre illustre de Saint-Germain, qui a fait partie de Saint-Germain, qui est sur sa maison, sa demeure Monte Cristo de Port-Marly, etc. Donc ça, ce sera le 5 décembre. Et une dernière pour rentrer dans les fêtes sur les coutumes de Noël et traditions du Nouvel An. Voilà. Mais écoutez, merci encore à tous pour votre participation également. Dans tous les cas, elle sera disponible sur la chaîne YouTube du musée départemental Maurice Denis, cette conférence spectacle dès demain après-midi. Et puis, voilà. Merci et au plaisir de vous retrouver à d'autres occasions. Merci. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir.